Donc oui, déjà peut-être pour plonger directement dans le vif du sujet, on s'est, proposé, l'exercice. Chacun, on a proposé, sur nos réseaux, peut-être la question que les personnes aimeraient qu'on aborde. On en a chacun retenu une, donc peut-être qu'on peut déjà commencer le tour de table et puis comme ça va nous amener à de la matière à discuter. Heu, qui veut commencer? On peut prendre la mienne si ça vous dit? Allez, vas-y Ouais. Christine. Alors celle que j'ai reçue, c'est vraiment donc la première que j'ai reçue sous le poste. Pourquoi lorsque notre profil correspond à 100 à la fiche de poste, on n'est même pas convoqué à un entretien? Donc je vais peut-être apporter déjà moi un élément de réponse, par rapport à ce que je connais. Déjà à mon sens, c'est difficile de cocher 100 des critères. Parce que, surtout quand on voit les offres d'emploi en Suisse, qui sont, assez à rallonge la plupart du temps. C'est clair. Donc c'est voilà, après à voir est-ce que vraiment la personne, elle coche 100 des critères. Dans le cas où c'est vrai, moi je pense qu'il y a plusieurs raisons en fait au fait qu'elle n'arrive pas malgré tout à être contactée et puis à passer à l'étape de l'entretien. Je pense que la première chose à se poser, en fait, comme question, c'est, est-ce que le recruteur, lui, il a la même perception, justement, que le candidat à la lecture du CV? Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est que l'adéquation entre le profil du candidat et puis les attentes, de l'entreprise, bah, soit justement, alignée, en fait, et qu'elle soit évidente. Et souvent, en fait, je sais qu'il y a déjà un décalage à ce niveau du côté candidat. C'est que nous, on croit que oui, on coche, tout ce qui est attendu, mais finalement, est-ce que, ben, en l'occurrence, le CV, puisque c'est quand même sur la base du CV que le recruteur, il fait son tri. Est-ce que le CV, lui, il reflète vraiment ça, en fait, aux yeux du recruteur? Parce qu'il faut garder en tête que, voilà, il passe très peu de temps sur le CV, c'est quelques secondes seulement. Donc déjà, est-ce qu'en quelques secondes, le candidat, il arrive, en fait, à transmettre cette adéquation aux yeux du recruteur? Donc ça, je pense que c'est vraiment, l'une des raisons. En tout cas, il faut se questionner sur ça. Après, c'est aussi est-ce que le candidat, il démontre suffisamment son impact? Parce qu'en fait, des CV, je pense que, voilà, on en voit tous passer. Il y en a c'est assez facile de voir un CV qui est plat dans le sens où, le CV, bah, il apporte rien, c'est un listing de tâches. En fait, il ressemble à l'offre d'emploi, donc OK, on pourrait dire ça colle, mais en fait, on n'arrive pas à percevoir, bah, l'impact qu'a eu cette personne-là par le passé, tu vois? Dans ses expériences passées. Donc là, c'est aussi quelque chose qui pourrait, expliquer l'absence de retour. Donc ma première reco, ce serait vraiment en tout cas de remettre en question déjà son dossier de candidature et notamment son CV. Parce qu'il y a peut-être des choses à améliorer sur le message qui est transmis en fait à travers l'outil. Après, bon je ne sais pas si déjà vous êtes d'accord avec ça? Oui, tu as dit Oui. quelque chose que je rejoins moi, entièrement. C'est, sur le fait qu'on appréhende tous les choses différemment. Donc, à la lecture, d'une offre d'emploi, certains vont se dire: «Mais ça colle, carrément», alors qu'en fait pas du tout. Et à titre perso, moi j'ai quand même, alors ça remonte à un petit moment déjà, mais je me souviens sur certaines offres et notamment des offres de project manager, je me rappelle avoir quand même eu 5 clients totalement différents qui m'ont partagé la même offre pour me demander leur avis. Tu as certaines offres qui vont, finalement être assez vastes en termes de description où on va, s'y retrouver très facilement, alors que le recruteur lui il a, bah, son idée bien précise du profil attendu. Et puis il y a autre chose aussi sur la rédaction de la lettre de motivation, c'est que parfois il y a aussi les attentes, on va dire un peu sous-jacentes du hiring manager, où tout transparaît pas forcément, dans la job description, dans l'annonce. Et puis voilà. Et pour cette fameuse personne qui t'a posé cette question, parfois en effet, bah, ça vient, du CV où on lit pas vraiment les recruteurs, on scanne plus qu'autre chose, ça va très vite et on sait pas en fait qui il y a aussi en face en termes de candidature. Et peut-être que justement il y a des candidatures qui cochent au-delà de 100 du cahier des charges, mais qui vont même cocher d'autres attentes en plus. J'entends par là, bah, le secteur d'activité, pile dans le domaine, c'était pas un prérequis, sauf qu'il y a 400 candidats et donc forcément tu vas rajouter ce critère parce que tu sais que ton client il va, bah, apprécier davantage un candidat qui non seulement coche tout, mais en plus vient du secteur d'activité. Clairement d'accord, ouais, avec ce que tu dis aussi. Des Alors moi, fois, il y a il des critères qui n'apparaissent pas dans l'offre en fait, mais qui, finalement après réception et traitement des candidatures, ben, en deviennent quoi. Mmh mh. Oui, il y a ça aussi. Je pense aussi que le candidat qui postule ait conscience que alors je sais pas,
de qui il s'agit. Est-ce que c'est d'une personne qui habite déjà en Suisse ou Oui, qui compte y venir? Mais Ouais. il y a cet aspect-là aussi, c'est il pense matcher avec, la France ou peu importe le pays, dans lequel depuis lequel il vient, peut-être pas forcément sur le marché suisse. Donc il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte. Tu as raison de soulever ça, ouais, Nicolas. Après, cette personne-là, je suis allée voir justement parce que je me suis dit: «Il faut que ce soit pertinent». Hem, Elle avait déjà de l'expérience en Suisse, hein. Je sais pas, je crois qu'elle était même basée en Suisse, il me semble. Donc c'est vrai que pour le coup, ce que tu dis là, alors c'est hyper pertinent pour les personnes qui n'ont pas encore d'expérience, en Suisse. Suisse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle était pas concernée par ça, pour le coup, elle. parce Anthony, qu'à tu veux nouveau, c'est rajouter un un truc ou? critère, Ouais. Ouais, bah, je vais pas m'étaler trop sur ce sujet. Moi, vous le savez déjà, si la personne arrive à la posture où elle doit candidater via un canal classique et postuler avec son CV, c'est qu'elle a déjà perdu, en fait. Donc, mais je veux pas déborder sur d'autres sujets. Mais si je dois essayer de donner quand même un point de vue ou plutôt un constat que j'ai pu faire, là plutôt en tant que recruteur, quand carrément. je suis dans une phase d'analyse de CV, pour moi, le CV, c'est déjà on regarde la tronche. Donc la tête, c'est Mais humain. c'est On va humain, ouais, regarder c'est ça, c'est déjà l'image, on va être attiré. la tête à qui on a affaire, quoi. Après, c'est le titre. Est-ce que le titre qui est du job recherché colle avec moi ce que je veux? Et après, en fait, un CV, c'est qu'un ensemble de mots-clés. On passe 7 secondes en moyenne sur un CV parce qu'en fait, on cherche des mots-clés. Je parle pour moi, par exemple, je suis plus sur des profils tech. Je vais aller chercher des stacks, des nombres de fois où la stack ressort, etc., et des frameworks, des librairies, bref, des dimensions techniques pour voir si bah, j'ai déjà, comme tu disais, Christine, ce truc qui peut-être j'ai même pas mis de manière assez prononcée dans l'offre de job, mais en fait moi c'est ça que je cherche avant tout, quoi. Donc voilà, si je devais juste donner mon point de vue là-dessus, ça serait ça, mais il y a une posture avant tout qui, selon moi, fait qu'on ne devrait pas en arriver là. Ouais, clairement. Après, j'avais aussi enfin, comme autre raison, moi, à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement les critères un peu cachés des recruteurs. Non pas des critères liés à des compétences, mais plutôt l'âge, l'éloignement géographique, le fait que la personne n'avait pas d'expérience locale, ou le fait qu'elle ait une période d'inactivité qui soit assez longue et du coup pas justifiée sur le CV. Bah, tout ça, ça peut créer du doute en fait, et puis ça peut aussi faire en sorte que le candidat soit pas du tout prioritaire par rapport en fait aux autres. Et là, bah, évidemment, l'idée, ce serait d'adapter, en fait, je pense, sa stratégie de recherche en fonction, de son profil et de ces fameux freins, hein, qu'on peut avoir. Mmh mh. Donc ça, c'est le deuxième élément de réponse, et puis le 3e, c'est tout simplement, des fois, trop de candidatures reçues. Il se peut que le recruteur, ben, il ait déjà un petit peu son quota de candidats à contacter, qui soit déjà lancé dans la deuxième étape du processus. Puis à ce moment-là, ce que je recommande, c'est plutôt de relancer. Donc déjà de relancer le recruteur si on n'a pas de réponse, et si jamais on a un refus alors que vraiment on pensait correspondre à 100, et ben, c'est de questionner en fait, de contacter le recruteur en disant: «Ben, je pensais vraiment, correspondre, à votre besoin, et en fait, j'ai pas été contactée. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu accéder à l'étape suivante?» Et là, l'objectif, c'est vraiment de récolter un retour. Alors après, il sera peut-être pas honnête ce retour, évidemment, mais en tout cas, ça vaut la peine quand même d'essayer, et de repartir avec quelque chose qui pourrait peut-être après permettre au candidat de s'améliorer, pour la suite de ses candidatures. Donc Carrément, voilà. et moi, je rajouterais pour faire le lien plus, Christine sur, je sais que toi tu disais que c'est pas, peine perdue d'être dans cette posture, mais il faut garder en tête que quand on répond à des candidatures classiques, et c'est pour ça que, à mon sens, ça doit pas être le seul levier pour décrocher un poste. Il y a tout un tas d'actions à mettre en place, mais il y a quand même un facteur chance dans le recrutement, que la candidature, elle arrive au bon moment, qu'elle soit ouverte par la bonne personne, que le processus de recrutement se déroule, sans encombre et sans justement, un critère qui était pas, défini au départ et qui le devient ensuite. Voilà, un budget, enfin des priorités qui changent, et forcément le poste, parfois qui est un peu en attente, ça peut arriver. Donc faut aussi, enfin voilà, garder en tête, moi j'aime bien, comparer ça parfois, je le vois un petit peu de cette façon, hein, tu sais les petites machines, grappe-grappe, qui attrapent les peluches à la fête foraine. Bah, je le vois comme ça, sur le fait que, bah, voilà, il y a plein de CV et on va attraper ce CV, et c'est pour ça que je te rejoins Christine sur le fait de relancer. Au moins, c'est s'assurer que sa candidature, elle sera ouverte. Ça marche pas, mais en tout cas, il y a plein d'exemples de candidats qui ont réussi finalement à obtenir des entretiens en répondant à un retour négatif, hein. Donc voilà, faut le faire. Je garantis pas que ça marche à 100, mais en tout cas, faut tout tenter. Bah, honnêtement, pour rebondir, j'aime pas trop la notion de chance.
Je vois ce que tu veux dire. Pour Ouais, moi, en effet, il y a une notion de timing, il y a une notion, une dimension aléatoire, ouais, et même du bon sens. C'est que quand une offre s'ouvre, ben, en effet, il y a le manager, les personnes de l'équipe qui, si eux ont déjà une personne à préconiser, vont la c'est glisser ça. avant même Ouais, que l'offre sorte. Donc, plutôt que de dire de la chance, c'est à quel point tu as semé en amont. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas arrivé oui, à cette étape-là, pour faire de façon à ce qu'on parle de toi à cette ouais, c'est étape-là, vrai. avant même que l'offre sorte. Et Je donc suis là, on d'accord. parle plus de chance, on parle plutôt de proactivité vis-à-vis d'une offre qui n'est pas encore dans le journal, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, tu vois, c'est en fait, en effet, il y a une dimension aléatoire, timing, et cetera, mais on peut l'influencer en amont de ça. carrément. Je suis Ouais, mais d'accord. Donc ça tu le dis bien, c'est en amont. Maintenant la question de Christine, c'était, il y a quelqu'un qui a déjà postulé, il a pas de retour. voilà, Là, c'est juste par c'est rapport ça. à ça. Après Mmh. effectivement, je pense aussi que s'il postule de manière, très simple via les job boards ou autre et puis après il attend une réponse qu'il en a pas, là effectivement, il faut se remettre en question et puis peut-être relancer ou faire autrement. Mmh. Mais je pense que si le profil déjà il répond, aux besoins du marché, bon déjà il faut faire sa petite enquête évidemment, donc c'est toute l'étape en amont dont tu parles aussi Anthony. Je vois pas d'autres coupables que le CV là, en l'occurrence, dans ce cas de figure. Ou la concurrence en face. Oui, ou la concurrence Mais en oui, face. mais Mais oui, 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 je suis généralement, d'accord. même si tu as beaucoup de concurrence, sachant qu'il y a quand même beaucoup de dossiers non qualifiés, on va dire, quand tu vois une offre, qui est publiée, des fois tu as des centaines de candidatures. On sait très bien, nous tous, qu'il y en a plein qui sont pas pertinentes, qui sont à Ouais, côté tu de la raison, plaque parce qu'elles sont carrément. pas elles sont mal ciblées, en fait. Donc je pense que un bon dossier qualitatif, même si justement je parlais des fameux critères un peu cachés, des freins, au profil, franchement, moi, par expérience, hein, je l'ai vu avec les candidats, il y en a qui cumulaient tous ces freins, bah, malgré tout, hein, avec un dossier solide, franchement, ça fait la différence, quoi. Tout de Mmh. suite, on se dit: «Waouh, le CV, il est pro, il est carré, j'arrive à le lire facilement, je comprends ce que la personne, elle a apporté, il y a des résultats». Enfin, ça quand même, c'est un CV qui renvoie une image. Tu parlais de la photo, Anthony, donc c'est clair que c'est hyper important, mais après la forme du CV, le contenu du CV, c'est aussi hyper important pour l'image professionnelle. Tu abordes un point important, c'est, dans le volume des candidatures, lesquelles sont pertinentes. Moi, personnellement, dans tout ce que j'ai pu voir, il y a quasiment la loi Pareto qui s'applique. En fait, il y a que Ouais, 20 c'est des ce que j'allais CV dire. qui sont 20, pertinents. c'est Mais ça. le problème, c'est que il y a quand même l'autre phase de ce que tu as abordé, c'est que en Suisse, enfin, comme je le dis tout le temps, c'est la Ligue des champions du job. La concurrence, elle est élevée et elle est internationale parce que c'est un mini pays qui a une aura internationale et qui a une dimension de prestige qui plus est. Donc ça draine des profils qui sont souvent de haut vol. Et même si par exemple il y a que 100 candidatures sur les 20 qui restent, donc les 20 bons profils, ben là, il y a du niveau, quoi. Et généralement, moi, personnellement, quand je fais une shortlist pour un client, je vais jamais au-delà des 6, 7 profils. Donc, dans les 20, je vais aller chercher le tiers qui est vraiment au-dessus du lot. Donc, peut-être que tu es dans les 20, mais tu peut-être pas dans les 7, en gros, quoi. C'est ça. Enfin, Exactement. voilà, je Ouais, tire, je fais de manière assez épaisse et pas subtile, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. mais Mmh. c'est ça, c'est pour moi, enfin, quand j'ai été recruteuse, c'est vraiment une recherche en entonnoir où tu Ah, vas, du coup, te baser sur les critères. Forcément, tu as à chaque fois environ 20 de candidats qui collent, mais quand tu as 300 candidatures, le volume, il reste quand même important à trier. Et c'est pour ça que parfois, tu peux avoir d'autres critères qui se rajoutent, qui étaient pas forcément définis au départ, mais juste parce que, bah, il y a trop de candidats, donc, bah, tu peux pas avancer avec tous. Et en tout cas, bah, là, la question, on parle du CV. Je sais pas si on est tous, enfin voilà, si on a apporté assez d'éléments de réponse par rapport à cette question, mais en tout cas, moi, j'en ai reçu une et qui revient quasiment quotidiennement. C'est justement sur les documents de candidature. Est-ce qu'ils sont mmh. adaptés au marché suisse? Voilà, je sais pas si vous avez tous un avis précis là-dessus. Pour moi, qui est recruté en France puis en Suisse, et pour la Suisse, bah, tu l'as dit, hein, Anthony, c'est très international. Moi, quand j'ai commencé dans l'IT, j'allais chercher des profils, et même ensuite en life science, sur voilà, des postes bien spécifiques. J'allais chercher des profils qui étaient pas forcément en Suisse, mais partout en Europe. Et moi, j'ai vraiment vu les différences liées à un CV allemand, un CV français, un CV suisse. Là où en France, on va lister nos tâches de façon très sommaire, en Suisse, bah, on va justement détailler de manière un petit peu plus concrète nos missions. Et
dans un marché qui est aussi concurrentiel que la Suisse, à mon sens, c'est pas que une question de CV. Alors certes, faut que le CV, on comprenne, et tu l'as dit, un dossier de candidature, en effet, béton, parce que on lit pas vraiment les recruteurs un CV en détail, on le scanne. Notre œil va justement capter des points d'attention, des mots-clés, le titre, tu l'as dit. Enfin, il y a des vraies études qui sont sorties sur, OK, pendant ces 7 secondes, en fait, qu'est-ce qu'on regarde en priorité? Donc c'est important justement de faire en sorte que au premier coup d'œil, on comprenne que les compétences attendues pour le poste, on les a, et c'est pour ça que c'est important d'adapter, d'avoir des documents qui sont optimisés. Heu, mais pour le coup, je trouve que le problème, moi, il vient même en amont du CV, et c'est, des CV qui sont souvent très, génériques parce que, on recherche un job en Suisse et on n'a pas un positionnement bien ciblé, et finalement, quand on n'a pas un positionnement bien ciblé de savoir: «OK, voilà ce que je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà pourquoi je suis la bonne personne, pour tel poste», finalement, c'est pas une évidence pour le recruteur, et voilà. Donc oui, en effet, l'idée, c'est d'avoir des outils, spécifiques, d'avoir un vrai dossier de candidature, mais pour le coup, c'est pas juste une histoire de CV, parce qu'on a beau avoir un bon CV, si finalement la stratégie, elle suit pas, la recherche, elle sera, tout aussi compliquée finalement. Et puis en plus, tu évoques les documents à mettre dans le dossier de postulation. Moi, j'ai souvent la question, des diplômes. Est-ce que je dois les faire reconnaître? Est-ce que si, est-ce que ça? Après, ça dépend du niveau d'études, ça dépend du domaine d'activité, ça dépend du poste. Mais il y a cette question-là aussi. Est-ce que les diplômes doivent être reconnus en Suisse ou pas? Et pourquoi? Pas tous. Je crois que c'était sous ton poste à toi d'ailleurs. On a partagé un site, moi que j'utilise beaucoup, c'est, My Swiss Recognition, où on Oui, peut taper justement le diplôme, et la ville d'origine, dans laquelle on l'a obtenu, et voir pour la Suisse si on a besoin, justement d'une équivalence ou pas, ou si on n'a pas forcément besoin de reconnaissance de diplôme. Hem Pour mon expérience de recruteuse, je sais que à part, des postes bien spécifiques où fallait, des postes de scientifiques, où bien évidemment fallait maîtriser la microbio ou autre, ou ou dans la avoir des médecine. habilitations, voilà, pour, je pense, tout ce qui va être, hygiène, sécurité, environnement, parfois pour certaines signatures, ou aujourd'hui RH en Suisse, faut le certificat HRSE. Voilà, certains domaines où il faut vraiment un diplôme, mais moi, en tant que recruteuse, à part ces postes bien spécifiques, vraiment le diplôme, je j'y attachais pas d'importance. Moi, c'était vraiment l'expérience. Voilà, je sais pas pour toi, Anto, sur des profils justement, plus, techniques, si c'est quelque chose que tu regardais? Ouais, enfin, il y a plein de sujets. Déjà, la tech, elle est moins soumise à des certifications ou réglementations propres, par exemple, à un métier qui serait dans le légal ou dans la Ouais. santé, où là, il y a des normes. La Suisse, en fait, elle a mis en place et elle maintient cette structure pour garder sa souveraineté et avoir la main mise sur le flux migratoire qu'elle a. Donc, en gros, c'est au travers des certifications qui doivent être passées en local, qui permettent après d'attester un niveau de prestation et de compréhension de la manière dont on veut délivrer le service et de l'approprier avec les codes locaux au travers de ce filtre-là. Donc, il y a une dimension, on va dire ça, j'ai envie de dire, c'est légal, c'est genre, c'est même pas un sujet dans le Mmh. dossier de candidature. Il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est si tu veux ce job et que tu vois que tu n'as pas l'équivalence, en fait, ça sert à rien. Commence par là et après tu verras. Et ça revient à ce que tu disais en début. La première phase, c'est une phase plutôt de la posture de prise de recul. Et en fait, moi, de ce terrain de jeu-là, c'est quoi les conditions à l'entrée dont je ne dépends même, ça ne dépend même pas Mmh. de moi ou de ce que j'ai fait. C'est pas une question de CV, c'est une question de est-ce que je rentre dans les clous d'un point de vue légal. Et Mmh. C'est après, il y a clair. d'autres sujets. Peut-être qu'on peut parler même du dossier de candidature, mais déjà pour répondre à ça. Ouais, non, mais moi, je te rejoins sur le côté positionnement, tu vois? C'est aussi ce qui me vient en tête, c'est que, voilà, si déjà tu as pas clarifié, tout ce que tu as évoqué, Angèle, je vais pas revenir dessus, ça va être difficile déjà de bien cibler justement, de répondre aux Ouais. offres qui correspondent vraiment à ton profil, et surtout, ça va être difficile après de se démarquer. C'est comme tout, souvent C'est les ça. candidats, ils veulent viser large parce qu'ils se disent: «Ça va augmenter mes chances en fait qu'on contacte, de trouver», c'est une erreur parce que, il vaut mieux se nicher, même si ça peut faire peur parce qu'on peut se dire: «Oui, mais du coup, je vais louper plein d'opportunités». Non, en fait, au contraire, ça va les augmenter les opportunités parce que tu vas t'adresser vraiment à la bonne cible. Et pour moi, alors c'est vrai que j'en parle souvent aussi, mais c'est primordial de savoir déjà à qui on s'adresse, en fait, sur quel marché est-ce qu'on a vraiment des chances d'avancer. Donc ça pour moi, c'est ça voilà, c'est le positionnement, c'est l'identité Ouais. professionnelle, et ça, c'est vraiment hyper important à faire en amont du CV.
C'est ça. Et savoir que moi, c'est ce que je dis, le positionnement. Et c'est cette subtilité, je trouve, qui est pas toujours simple, en tout cas la plus difficile pour les candidats, c'est de garder en tête que se positionner, ça veut dire ne pas avancer sur des postes pour lesquels tu as toutes les compétences. Parce que, pour revenir à l'exemple que je donnais sur le poste de project manager, finalement, il y a des postes pour lesquels, quand tu lis les missions, quand tu lis le profil recherché, tu sais que tu corresponds, que tu peux mener à bien les missions, que tu peux relever les missions du poste. Mais pour le recruteur qui justement se retrouve avec un volume parfois monstrueux de candidatures, ce sera pas une évidence. Et finalement, le positionnement, c'est se concentrer sur sa zone d'excellence, même si, en effet, ça veut dire passer à côté de postes pour lesquels tu as les compétences. Mais ce qu'on veut, c'est être invité pour un entretien. Je pense que c'est, voilà. Et ça veut dire, voilà, avancer sur un type de poste bien précis. Et c'est un travail que tu fais bien en amont, justement, du dossier de candidature. Voilà, pour la Suisse en tout cas. Justement, en parlant de choses qu'il y a à faire en amont et du positionnement et des questions qu'on peut se poser, moi j'en ai une qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce que je dois être à la frontière suisse ou être résident pour trouver du travail? Donc là, j'ai plutôt envie de dire, et puis c'est vous qui allez répondre à ces questions parce que c'est plutôt dans la partie recherche d'emploi, mais ça dépend de l'envie de chacun. D'ailleurs, si on à titre personnel, je pense que vous 3 vous étiez frontaliers. J'étais le seul résident, Ouais. mais c'était une envie de ma part et puis les personnes qui me contactent, en général, c'est pour s'installer en Suisse avant tout et chercher le travail après. Après, il y a des gens qui ne le savent pas, qui hésitent encore entre frontaliers et résidents suisses et là, j'ai envie de leur répondre, ça dépend, de vos envies, de ce que vous voulez faire plus tard, de votre vision de la vie aussi. Il faut bien sûr faire le calcul aussi financier en fonction de leur situation, s'ils sont solo, en couple ou en famille, ça a son importance aussi. Mais dans la recherche d'emploi, à part certains, secteurs spécifiques comme les banques, Ouais, c'est le si premier j'allais dire exemple finance par qui me contre, vient à ouais. l'esprit, peut être frontalier et travailler en Suisse, c'est pas un problème. Maintenant, je me trompe peut-être, c'est vous qui allez me le dire, plus précisément parce que je précise que moi je suis pas recruteur, j'ai jamais été, de ce milieu-là. Mais, dans la globalité du projet avec la Suisse, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je dois être frontalier ou résident? Est-ce que le résident ou le local a plus de chances de trouver du travail que moi si je suis en tant que, frontalier? Je pense que les candidats qui sont résidents ont une meilleure employabilité Mmh. Je suis d'accord parce aussi. que tu rassures en fait davantage les employeurs, tout simplement. Ils ont moins Tu de là, tu choses à viens faire, ouais. t'inscrire. Mmh. Ouais, mais au-delà des démarches admin, en fait, tu vois? Ça démontre que tu as un vrai projet, que tu veux t'installer, que tu veux vraiment baigner dans la culture. Mmh mh. Hem et ça, pour moi, je trouve que ça fait quand même la différence. Après, ça, c'est plutôt côté, voilà, côté perception, employeur. Un frontalier, je dis pas qu'il va pas, se faire recruter parce qu'il est frontalier, parce que voilà, mais après je sais pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne recrutent plus de frontaliers. C'est juste dans leur politique interne et c'est comme ça et on peut pas lutter, en fait, contre ça. Il faut juste l'accepter et puis passer, en fait, à la suite, parce qu'il y a toujours des entreprises qui recrutent aujourd'hui des frontaliers. Donc je pense que c'est surtout ça la grosse différence, c'est au niveau de l'employabilité. Après, pour en revenir à la vraie question, c'est, pour trouver du travail, oui, à mon sens, il vaut mieux être résident que frontalier. Mais Ouais, après, je c'est une pense question aussi. aussi de projet personnel, de priorité, d'objectif, comme tu disais, de vision, parce que, tout va dépendre de est-ce qu'on vraiment on se projette, à travailler en Suisse sur du long terme? Est-ce que ce sera juste une étape dans sa vie pour après faire autre chose? Voilà, nous c'est vrai qu'on a été donc tous les 3 frontaliers. Je pense qu'on peut aussi, peut-être partager, ça. Moi perso, ça a été une étape parce que je savais pertinemment que je n'allais pas, finir ma vie, à travailler en Suisse. Ça m'a permis de réaliser plein d'autres projets, et justement, d'avancer dans ma vie, mais après tout dépend. Mais au niveau de l'employabilité, pour moi, être résidente a plus de chances, que d'être frontalier. Je pense Je aussi. te je Donc te rejoins aussi et pour le coup, c'est à chaque fois, c'est de se dire, enfin, c'est normal dans n'importe quel pays, tu vas toujours privilégier une ressource locale et moi, je l'entends comme ça et c'est ce que je dis, moi, aux personnes que j'accompagne, hein, et on en revient à nouveau à ce positionnement, mais c'est de se dire, pourquoi on avancerait avec vous justement, parfois qui est pas encore basée en Suisse ou qui est à la frontière, plutôt qu'une ressource qui est déjà sur le territoire, qui est locale. Voilà, moi, je sais que
à titre personnel, donc je suis frontalière, mais moi je suis arrivée, dans la région, à la frontière par défaut parce que j'avais, moi j'ai commencé sur un niveau de salaire très, très faible. J'étais dans une entreprise, anglaise. J'avais pas un salaire qui me permettait, de trouver un logement en Suisse. Finalement, bah, j'ai construit ma vie ensuite à la frontière, mais à titre personnel, moi je sais que c'est pas quelque chose que j'exclus et je me dis voilà, peut-être qu'un jour je serai en Suisse, mais parce que voilà, mon projet, moi, il est, c'est pas en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est pas, une étape dans ma carrière pour le moment. Enfin voilà, c'est vraiment ici que je me vois, continuer ma vie. Bah, moi, je rajouterais aussi qu'à l'époque, bon, ça fait plus de 20 ans, presque plus de 20 ans, moi, je me voyais pas du tout frontalier. Moi, j'ai d'ailleurs grandi en zone frontalière, mais moi, mon objectif, c'était d'aller en Suisse. C'était vraiment ça l'idée de base et puis, mon projet de vie, c'était d'aller en Suisse. Alors, je ne pense pas y rester toute ma vie non plus, hein. Ça peut être, juste un tremplin, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, qu'il soit à la frontière ou pas. Mais dans tous les cas, c'était mon objectif, 1er. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait rire un petit peu, c'est les gens qui nous contactent pour devenir frontalier. C'est Mmh. même pas, je veux travailler en Suisse, c'est je veux devenir frontalier. Parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, je veux pas m'étaler là-dessus, ça ferait une grosse partie, mais dans tous les cas, comme vous l'avez dit, le but, c'est vraiment de se poser la question dès le départ et ça fera aussi, bah, une base pour la recherche d'emploi. Parce que je pense que, trouver un emploi en tant que frontalier et trouver un emploi pour une personne qui veut s'y installer, c'est pas la même stratégie. Oui, puis tu as même pas les mêmes, enfin, forcément, ça te restreint en termes de cantons sur lesquels tu peux aller exercer parce que Mmh. tu peux pas forcément être frontalier quand tu bosses, n'importe où en Suisse, quoi. Ouais, Fribourg, ça va être compliqué, ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais. Anthony, on t'entend pas beaucoup. Bah, en fait, j'adore ce sujet et plus le temps passe, plus je trouve que c'est un non-sujet. Dans le sens où, déjà à la frontière, pour moi, il y a pas une frontière. Il y a autant de frontières qu'il y a de villages, Oui. autour de la frontière. Vivre à Annecy, c'est pas du tout être à la même vie à la frontière qu'être à Annemasse. Ah C'est bah, c'est Et clair. comme je le dis souvent, même à mon pire ennemi, je lui souhaiterais pas de vivre là-bas, que de vivre où je suis à Divonne-les-Bains, où, en gros, 60 de la population, ce sont des Suisses qui viennent pour leur confort de vie vivre, Mmh. j'ai que des Ouais, Suisses en voisins. Et c'est pas, subi, c'est voulu, en fait. mmh mh. Et puis et encore après, il y a le Jura, il y a du côté de Bâle, Mulhouse, enfin, il y a les Italiens, enfin bref, il y ouais. a Il y a celui qui vit à la l'Allemagne. frontière du côté de Lugano au lac de Côme et qui travaille en Suisse, lui, il a la best life, hein, et il est frontalier suisse italien, quoi. Ouais. Mmh. Bref, c'est déjà pour moi la frontière n'a pas de sens en soi quand on parle de frontalier. C'est du cas par cas. Après, moi, si je parle du bassin, moi, je préfère parler d'un bassin de vie qui est le bassin lémanique, celui où je suis implanté. Ouais. Personnellement, je suis passé quelques mois vivre en Suisse, mais moi, mon bureau, par exemple, il est sur Genève, c'est là où je dois avoir mon centre de gravité pour faire mon business. Ben, pour rien au monde, je me verrais vivre en ville. Je peux pas vivre en ville. Mmh mh. Voilà, je peux pas. On est Eh d'accord. ben, quand je regarde, moi, j'ai besoin de me déplacer de temps en temps sur Lausanne. Je dois pouvoir aller sur Genève à vélo parce que j'aime pas devoir prendre la voiture, etc. J'aime bien me dire qu'en moins de 15-20 minutes en vélo, je suis au bord du lac, sur la plage, à chiller l'été. Et j'ai besoin d'être au pied de la montagne. Ben, moi, en Suisse, il n'y a pas d'endroit qui me propose ça. Divonne-les-Bains, c'est en France. Je suis frontalier. Enfin, je suis pas frontalier parce que je suis pas salarié en Suisse, mais enfin, c'est juste, moi je le fais souvent avec les personnes que j'accompagne. J'utilise la technologie, enfin le calcul du barycentre. C'est un truc que j'ai appris en logistique où tu prends une carte, tu mets tes différents critères. J'ai besoin de nature. Mon travail il est dans tel secteur d'activité. Madame elle travaille dans tel secteur d'activité. Chacun met ses critères et après ça pondère, ça donne des coefficients par localisation précise. Et comme ça, on voit le lieu optimisé pour vivre en fonction de chaque cas, en gros. Et on se rend compte que, bah, comme tu disais, Nico, ça dépend de la vie que tu veux, quoi, en gros, quoi. Donc, j'aime pas raisonner en frontière, mais plutôt en bassin de vie. Il y a le bassin autour de Zurich, il y a le bassin autour de Bâle, il y a le cœur de la Suisse, là, entre Genève et Zurich, et puis il y a le bassin genevois. Voilà, c'est une réflexion qui est propre à chacun. Et après, par contre, en effet, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une base légale.
Dans le secteur bancaire, ils sont encore assez rigides là-dessus. Il faut Mmh. être domicilié sur Suisse. Tout ce qui est les métiers dans le legal, tout ce qui est voilà, les avocats, etc. Là, tu veux pas être à la frontière, mais c'est Mmh. pour une question de souveraineté, encore une fois. Et avec les enjeux de cybersécurité, ça va renforcer cette dimension-là. Oui, mais même dans la tech, hein, j'ai déjà eu des personnes où les employeurs les ont incités à venir en Suisse, sinon ça marchait pas. Ça dépend aussi, ouais, c'est parce qu'il y avait un système enfin, c'était par rapport aux confidentialités et cetera. Ouais, c'est du cas par cas. Ouais, Ce qui c'est est ça, là c'est où du cas par cas. généralement il y a un sujet là-dessus, c'est vis-à-vis du télétravail, parce que en gros, maintenant, depuis le Covid, la nouvelle loi qui est instaurée, c'est qu'on ne peut pas exercer plus de 40% de son temps de travail en dehors des frontières nationales, donc on ne peut pas aller exercer en gros plus de 2 jours de télétravail C'est par ça. semaine, même si je vis à la frontière. Alors qu'en sur Suisse, je peux être en full remote. Donc il y a une réflexion qui tourne autour de ça. C'est vrai, bien vu le télétravail. On n'en a pas parlé, mais ouais, ça aussi, ça peut faire la différence, pour justement, frontaliers, ou pas. Bon, le sujet, là aussi, est un non-sujet parce que déjà, on est revenu à un système où déjà avoir une journée de télétravail en Suisse, c'est déjà un luxe. C'est clair. Donc, il n'y a pas trop de problématiques là-dessus. Là, il y aurait même plusieurs sujets à tirer là-dessus au niveau du management en Suisse, au niveau du système de gouvernance. Il y a beaucoup, moi, je vois beaucoup de personnes qui sont venues sur Suisse et qui ont une grosse Ouais, désillusion, pardon, vis-à-vis du système de management et qui maintenant envisagent plutôt soit de changer, mais ils n'ont pas forcément de meilleurs échos ailleurs, soit de repartir et ouais. peut-être de s'expatrier dans d'autres pays, quoi. Oui, il y a de ça aussi, hein. Il y aurait Et trop de il y a tout sujets, tout dépend aussi on parce que là, pourrait on on pourrait parle. passer une journée entière. Ouais, ouais, on pourrait passer une journée entière parce que là, on parle essentiellement de personnes qui cherchent du travail, mais il y a aussi les rentiers qui viennent en Suisse, il y a des freelances qui viennent en Suisse. Je pense que tu avais une question là-dessus aussi, justement, Anthony. C'est un vrai sujet. C'est pour ça que il faut vraiment se dire que la Suisse, c'est avant tout un bassin, enfin un pays, un petit pays qui est ultra attractif. Et c'est pas uniquement, enfin, il y a des gens, ils gagnent plus d'argent, mais en fait, ils travaillent en remote pour Spotify ou des boîtes aux États-Unis et ils gagnent plus d'argent que ceux qui bossent en Suisse. Mmh, Ils viennent pour le cadre de vie. c'est ça. Après le cadre de. L'éducation, la sécurité, etc. Il y en a pour qui c'est pas le sujet de l'argent. Ouais, Donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent de se dire, au fait, est-ce que je suis sur le canton de Vaud ou Mmh. si je suis à la frontière avec, ils en ont rien à foutre. Ouais, parce que tu en as plein qui se rendent compte. Moi, je sais que c'est le cas. J'ai une cliente qui, pareil, elle, est venue, alors pour le coup, on rebondit, côté légal, frontière, hein, pas de problème et finalement, tu en as beaucoup qui se rendent compte que, bah, ils étaient peut-être bien. Alors certes, ils ont peut-être un petit peu augmenté leur salaire, mais vu, bah, quand tu es frontalier, tu as aussi, les temps de trajet qui sont beaucoup plus longs, tu as toute la fatigue que ça génère, tu as, bah, le coût de lié à la vie, hein, les logements qui sont plus élevés que là où elle était, les frais de garde et finalement, tu vois, c'est une cliente qui aujourd'hui, bah, voilà, souhaite retourner en France. Parce qu'elle se rend Ouais. compte que, ouais, elle gagne mieux, mais quand tu fais le ratio, elle a pas un meilleur pouvoir d'achat, quoi. Peut-être même moins et elle a plus de fatigue. Donc faut savoir aussi pourquoi tu viens en Suisse, et je pense que ça va tout conditionner et ton système justement, alors je me souviens plus le nom, Anto, mais je trouve ça cool justement d'identifier et de te dire: «OK, bon, bah, par rapport à tous mes critères, voilà pourquoi je veux venir. Voilà ce que je veux retrouver, voilà ce que je veux pas, bah, voilà où je peux vivre et voilà, je pense que c'est pertinent de le faire comme ça, mais de savoir avant de venir en Suisse, pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est justement parce qu'on a, vu un témoignage d'un ami qui nous dit, voilà qu'il a triplé son salaire ou parce qu'on a vu justement, un post sur les réseaux sociaux et de vidéos YouTube ou parce que c'est un vrai projet de vie et après, enfin voilà, ça s'entend et on a plein de personnes qui ont, des raisons, diverses et variées de venir en Suisse et je pense que, voilà, ça fait aussi la différence pour le recruteur en face, hein, de savoir, pourquoi Oui, oui, bah, pourquoi tu veux venir en Suisse. c'est une question qui revient souvent et puis pour aller encore plus loin et puis pour, dire un peu par rapport à l'expérience que j'ai là-dedans, c'est que si les gens viennent pour l'aspect financier, c'est déjà fini. Mmh, Il faut vraiment que ce exactement. soit la globalité du projet et pas forcément que le salaire, c'est vraiment plutôt le cadre de vie comme tu le disais Anto. Maintenant que ce soit la zone frontière, frontalière ou pas, peu importe, mais en général, c'est pas l'aspect financier qui fera que tu seras mis en Suisse. Et j'ai même des cas où des personnes sont allées s'installer en Suisse et après, là, je continue à les accompagner, mais plus sur une dimension entrepreneuriale en parallèle de leur job.
Et quand le sujet arrive de l'investissement, notamment dans l'IMO, ils se rendent compte qu'il vaut mieux revenir sur France Ah parce oui, qu'il y a parce Bah qu'en ouais. fait, la France, c'est un paradis fiscal quand tu joues avec les règles du jeu. Mais quand tu commences à arriver sur des montants assez conséquents dans l'IMO, et ben en fait, vaut mieux revenir sur France. Enfin, c'est du cas par cas, hein. Il n'y a pas de généralité là-dessus. Mais c'est pour ça que il n'y a pas de loi fondamentale, je pense, sur cette question-là. Et ça vaut le coup de commencer même d'ailleurs par cette question-là. Avant de chercher un job, détermine où tu as envie de vivre c'est ça. et Carrément. après regarde ta zone de chalandise et adapte-toi à ça. Et Oui, au et moins, puis ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ça force à localiser sa recherche. Et je trouve ça intéressant de le voir sous ce prisme-là. oui, et puis après, il y a rien qui est figé, dans le marbre non plus, hein. Si on voit, enfin, si les personnes, peuvent toujours faire marche arrière si jamais ils voient que ça leur correspond pas. Mmh, c'est vrai. Complètement. Ouais. Et bah, si vous voulez, je veux bien enchaîner Mmh. sur une des questions qui, autant je l'avais jamais avant, vraiment, mais je crois que là, depuis mai-juin, c'est un des sujets qui revient une fois sur deux. C'est entreprendre en Suisse. Est-ce que, enfin, il y a différentes sous-thématiques, mais principalement pour répondre aux personnes qui cherchent quand même un job, est-ce que le fait d'être freelance, ça peut me permettre de décrocher un job à terme en Suisse? Est-ce que vous le croisez, ce cas-là, côté candidat, mais est-ce que vous voyez aussi des clients qui font de plus en plus appel à ce genre de contrat? Et quel est votre point de vue vis-à-vis de ça? Pour ma part, oui, j'en ai énormément aussi qui posent la question comme pour toi, hein. Est-ce que ouvrir une société ou se lancer en freelance ou faire un business en Suisse me permettrait de trouver un travail par la suite ou même me lancer dans l'entrepreneuriat, hein. Donc, il y en a qui ont des idées assez claires et qui le font assez bien et qui trouvent du travail par derrière. Pourquoi pas, en commençant par des missions de freelance, notamment dans la tech, hein, ou des choses comme ça qui ont des missions en Suisse, qui arrivent à trouver des missions en Suisse, même si les entreprises suisses préfèrent prendre des personnes déjà en Suisse pour ça. Mais j'ai souvent ces questions-là aussi. Et puis, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Ça dépend du projet, en fait. Toi, je sais pas si tu les accompagnes sur cette partie-là aussi ou comment tu fais, toi, de ton côté? Enfin, qu'est-ce que eux te demandent par rapport à ça? Ben, moi, en gros, il y a deux constats. Il y a la demande et il y a aussi du côté de chez mes clients où je vois une ouverture euh, vis-à-vis de ce genre de sujet, là où avant, c'était même pas un sujet. Là, maintenant, il y a cette fibre un peu plus, bah ouais, peut-être qu'on peut prendre quelqu'un là sur le projet, on le prend en free. Puis s'il y a un match avec les équipes, après, par contre, on l'intègre. Il y a toujours cette volonté d'intégrer derrière, mais plutôt que de faire un process de recrutement pour après période d'essai et tout, bah en fait, non, on le prend parce que là, il y a un besoin sur le projet qu'on a en cours, on le prend sur un bloc bien spécifique. Et après, s'il y a matching et qu'on a envie d'intégrer, on intègre et on aura les moyens et les arguments pour intégrer. Donc là, moi, c'est en rebond de ça que là, je suis en train de créer justement une activité qui permet aux personnes de créer leur RI pour être domiciliées sur Suisse et pouvoir créer cette activité-là. Parce que s'il n'y a pas de boîte aux lettres en tant que domicile sur Suisse, c'est impossible de créer une RI. Une RI, c'est l'équivalent de la micro-entreprise, mais sur Suisse, plafonnée à 100K, je crois, de chiffre Mmh. d'affaires annuel. Et Sans- c'est en effet, là, c'est pas une dimension entrepreneuriale, c'est plus une porte d'entrée. Mhm. Mais et c'est propre au métier du digital et de la tech, comme tu disais, Nico. Oui, oui. Je dis pas que c'est valable pour tout, mais tous ceux qui sont dans le marketing, dans la com, dans le design, dans la créa, etc. Ça peut. Je dis pas que c'est la seule, mais ça devient une porte d'entrée qui devient enfin existante, alors Mhm. qu'avant elle était, je la croisais pas en tout cas. Là, c'est juste que RI, c'est réseau individuel, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Oui, Et comme tu l'as dit, c'est l'équivalent de la micro-entreprise en France, ouais. Ou statut d'indépendant. ouais, voilà. Après, tu as aussi l'option, en tout cas, je sais que moi, c'est pas un sujet sur lequel j'accompagne, donc ravie de savoir, que je pourrais aussi les orienter vers toi si besoin. Moi, j'accompagne plutôt sur la recherche, de postes fixes. Par contre, tu as aussi l'option, de travailler en tant que consultant pour des boîtes de conseil, et tu vois aussi que le parallèle, hein, il se fait beaucoup où tu as des personnes qui, finalement se font, titulariser, enfin embaucher ensuite par le client final et puis tu en as plein
plein qui jump en fait, qui ont, bossé, en tant que consultant via, une agence de conseil, pour un client qui finalement, a été intégré ensuite en tant que salarié de l'entreprise, mais qui s'est rendu compte que non, en fait, le boulot de consultant, ça lui plaisait mieux, qui rebondit, qui retourne là-bas. Donc tu as aussi ces passerelles qui sont possibles. Voilà, après moi je suis moins confrontée vraiment à, je veux monter ma boîte, je veux, justement travailler en tant que freelance et voilà et je connais des solutions où justement, bah, un petit peu des entreprises, qui se porteraient un petit peu comme du portage salarial en France, pour pouvoir accompagner sur ces sujets et proposer, bah, une solution un peu, hybride à des employeurs qui souhaiteraient, bah, avoir quelqu'un en tant que salarié, mais le candidat qui lui souhaiterait, rester finalement indépendant ou vice versa et voilà Oui, et bah, en tout cas, voilà, moi c'est plutôt agence de conseil. j'avais justement cette question-là aussi pourtant Anto, parce que toi tu dis de créer des RI, mais la question du portage salarial, est-ce que eux te l'ont déjà posé? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Parce que en quelque sorte, tu es quand même salarié en restant indépendant. Tu as les avantages du Mmh, salariat en restant indépendant. carrément. Donc est-ce que ça ouvre Quoi. autant de portes que, la RI? En fait, à chaque fois qu'on fait les calculs, du moment où tu peux quasiment assurer une visibilité de chiffre d'affaires qui est pas fluctuant, qui est linéaire, le portage salarial est plus rentable quand on met tout bout à bout. OK. Mais quand c'est plus sur du taf à la mission, au projet, et que c'est plus sur passer de 0 à 1 et après garder quand même l'objectif d'avoir un CDI, en fait, la RI, c'est le plus simple et à court terme, tu prends plus de cash. Mais encore une fois, c'est du cas par cas, il y a pas de. Et justement, est-ce que vous, pour prolonger cette question, est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes qui montent des business en parallèle de leur job en Suisse? Moi Moi non plus. en tout cas, j'ai pas de clients qui pour l'instant sont sur ces sujets. Moi, oui. Alors soit c'est en parallèle, soit c'est comme je l'ai dit, ils veulent se lancer du côté suisse ou alors ils ont déjà un business existant en France qu'ils veulent transférer en Suisse pour X raisons, hein, que ce soit fiscal ou, Ouais. optimisation ou peu importe, ou avoir cet aspect, justement à l'international. Mais, j'ai aussi eu pas mal de questions. Alors toi, tu dis que ça fait depuis mai-juin, ça fait un peu plus longtemps, mais, c'est vrai que ces derniers temps, ça devient de plus en plus fort comme demande, ouais. Donc là, toi, Anthony, tu veux dire des personnes qui sont déjà en poste en Suisse et qui, du coup, ont cette envie-là de créer un business à côté, hein, c'est ça? Bah, là, maintenant, vu que ça fait à peu près 3 ans que je suis plus dans cette posture d'accompagnement du côté candidat en plus du côté entreprise, je commence à avoir les retours d'expérience. Au bout de 2, 3 ans, les gens, ils ont un petit peu déchanté de ce qu'ils avaient idéalisé à la base. Alors c'est bien, on gagne son argent et tout, mais bon, à quel prix? Hein? Et en gros, on est plus dans une posture à court terme, descendre le temps de travail, qui est quelque chose qui se fait de manière très fréquente sur Suisse et qui est très agréable, une descente à 80% ou même à 50% de son temps de travail quand c'est possible. Et derrière, se libérer de la place pour monter un side business, pour là venir générer soi-même des revenus qui fait qu'on ne dépend plus d'un salaire suisse, quoi. J'en vois maintenant de plus en plus que j'avais connu il y a 2, 3 ans et qui maintenant sont dans cette posture-là. Et c'est à peu près toujours les mêmes constats, quoi. Le manager qui casse les couilles. Enfin bref, j'en ai marre. Le trajet. Enfin, c'est toujours Mmh. un mélange. Je veux être beaucoup plus autonome et libre d'un point de vue temporel et spatial. Et bah ça amène souvent vers ça, quoi. Alors, je suis d'accord et puis en plus, tu l'as souligné, la Suisse le permet. Il y a certains pays où tu peux pas réduire ton temps de travail justement pour permettre de faire quelque Clairement. chose à côté, alors que la Suisse, oui, ça tu peux et c'est l'avantage de venir en Suisse ou de travailler en Suisse pour ça aussi. Est-ce que on a fait le tour chacun de notre question? Est-ce que peut-être pour les 10 dernières minutes, là, ça fait 47 minutes, on se fait un petit tour de table. Là, on a un conseil à donner à la personne qui regarde cette vidéo, et écoute ce podcast et qui est actuellement en phase, bah voilà, comme on disait au début, qui est pas évidente de transition pro et un petit peu seule face à elle-même, aux problématiques qu'elle rencontre. Ça serait quoi le ou les deux conseils que vous aimeriez lui donner? De pas lâcher,
Parce que c'est dur et très honnêtement, on parle de la recherche d'emploi. Alors moi, j'englobe vraiment tout le monde, c'est-à-dire des personnes qui sont, en Suisse, hein, déjà et qui sont juste, là, en recherche d'un job. Quand on est sur des marchés qui sont aussi concurrentiels que, la Suisse, forcément, c'est compliqué, les processus de recrutement sont longs et je trouve que la recherche d'emploi, elle a pas qu'un impact financier, mais beaucoup psychologique, parce que ça laisse des marques, hein, je le vois, hein, des retours négatifs, les absences de retour. Donc déjà de travailler là-dessus, de se remettre en question quand il le faut, mais pas de se remettre en cause. Je trouve que c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui, à force de ce processus, en fait, vraiment doutent même de leur identité professionnelle et je trouve que c'est un vrai risque. Le plus dur, à mon sens, dans la recherche d'emploi en Suisse, c'est vraiment de pas lâcher, d'accepter, de faire des pauses, qu'il y a des moments qui sont pas faits, parce qu'on n'a pas l'énergie pour, donc de lâcher, de reprendre le lendemain, de pas hésiter à se faire accompagner si besoin. Voilà, de garder en tête aussi que, la recherche, c'est pas, juste une seule action. C'est, la succession de plein de petites actions mises bout à bout qui vont permettre d'accéder à son projet et surtout voilà de surtout rien lâcher et de se préserver, psychologiquement, mentalement. Je te rejoins aussi, ne pas lâcher, mais en amont, comme on l'a dit, il faut bien préparer le terrain, bien se renseigner, que ce soit sur le processus dans sa globalité ou dans la recherche d'emploi. Et surtout ne pas lâcher, comme tu l'as dit. Prendre du recul si nécessaire. Il y a rien qui est gravé dans le marbre, encore une fois, tout est évolutif, même la recherche d'emploi. Je le sais avec l'expérience aussi que, en général, ça finit toujours par payer, que ce soit, assez rapide ou assez lent. Mais quand on ne lâche pas et quand on fait les bonnes choses et qu'on met les actions en place, tôt ou tard, ça finit par payer. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous 2 aussi, c'est des bons conseils. Moi, celui que je dis tout le temps, c'est vraiment enfin, faites ce que la majorité ne fait pas, tout simplement. Ça peut être un peu abstrait comme ça, mais en fait, souvent, on a tendance à utiliser les voies faciles parce que, en même temps, voilà, c'est ce que tout le monde fait. Hem et moi, au contraire, je suis plutôt d'avis à, se challenger, à utiliser des canaux qui sont peut-être un petit peu moins confortables. Ça va nécessiter de surmonter des peurs, des craintes, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc, typiquement, si la majorité des candidats postulent en ligne, et ben, je dis pas de ne pas le faire, mais en tout cas, peut-être de, diversifier ses canaux de recherche. Si la majorité des candidats relancent après avoir envoyé sa candidature, au lieu de le faire après, fais-le avant. Contacte le recruteur avant d'envoyer ton dossier pour justement te différencier. Si jamais, enfin, la majorité des candidats, remettent toujours en cause le système, genre: «C'est pas ma faute, c'est la faute des recruteurs» et etc. Et ben, essaye de t'adapter, en fait. Mais, c'est toujours, en fait, d'avoir ce ouais, ce questionnement de: «Que fait la majorité des candidats?» Moi, je vais essayer de faire peut-être l'inverse ou peut-être différemment, pour justement, avoir une meilleure compréhension du marché, pour avoir une meilleure posture, pour, tout simplement me différencier. Parce que c'est une question que moi je reçois tout le temps. Comment se démarquer des autres candidats? En faisant différemment. Voilà, ça c'est mon conseil. C'est bien dit et c'est très vrai. C'est vraiment c'est ouais, comment se démarquer dans un marché qui est aussi concurrentiel et ouais, diversifier, ses canaux de recherche. En tout cas, moi, je suis, alignée avec ça. Et toi, Anthony? Moi, je résumerai en 2 points qui vont rejoindre ce que vous avez déjà dit. À chaque fois, les gens ils disent: «Qu'est-ce que je dois faire?» Ma réponse est toujours: déjà commence par arrêter de faire. Arrête. Et tu l'as souvent répété, Angel, c'est la question de posture à l'entrée, de positionnement. Et la meilleure stratégie à court terme, c'est de faire une pause et de prendre de la hauteur. Parce que par réflexe social, parce que bon, on veut bien dire qu'on a postulé, Ouais, nanana, et puis ça qu'on rassure. avance, et puis que on est sur le point de, en fait, ça sert à rien. C'est une nage à contre-courant généralement. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec mon associé, on a créé La Pause. Moi, j'ai créé Mon Voyage, qui est justement pour les personnes qui sont dans cette posture, je cherche un job mais j'y arrive pas. Là, c'est au travers d'une sorte de podcast interactif où ça invite à cette prise de hauteur, quoi, et avec une IA qui invite à l'introspection. Et c'est vraiment faire une pause et arrêter de faire. Et lorsque c'est un peu plus clair, là, par contre, le plus important, c'est le mouvement. Mais moi, ma stratégie que je préconise à chaque fois, c'est pour commencer, arrête de chercher un job.
va enquêter sur ton marché. Et donc là, les meilleures personnes qui sont les personnes pardon, les mieux placées pour répondre à la question, aux questions que tu te poses en ce moment, c'est celles qui sont sur le terrain, dans le concret, qui occupent actuellement le poste que tu vas occuper demain. Eh ben, va parler avec elles. Et donc là, si on arrive sur des vraies problématiques, c'est comment tu prends contact avec elles, qu'est-ce qui fait que tu vas leur donner envie de parler avec toi, avec C'est ce que ça. j'appelle le hook, etc. Bref, là, il y a il y a plein de sujets, mais en tout cas, elles doivent être là, les préoccupations. Et à chaque fois qu'on va réussir, il faut être prêt à prendre 9 non pour avoir un oui. Mmh. Quand on cherche un job, on est commercial de soi-même et c'est la règle en tant que commercial. Prends 9 non, tu auras le oui. Et à chaque fois que tu auras un oui, ça va être une mine d'informations. Ah, faut aller travailler chez eux, va surtout pas là-bas, ben, je connais un tel. Puis l'avantage de la Suisse, c'est que tout le monde se connaît. Donc dès qu'on passe la première étape et qu'on fait bonne impression, encore une fois, parce que bah, sinon il y aura rien, eh ben là, on va aller activer quelque chose qui est intéressant. Donc la pause et après du mouvement stratégique, mais vraiment dans cet ordre-là. Plutôt que le truc du milieu qui est, moi j'appelle ça de l'agitation, Ouais, qui vient ronger la confiance en soi, qui est la seule chose qu'on doit préserver au maximum. c'est clair. Et là, généralement, on est dans la boucle qui nous plonge là où on veut pas aller, quoi. Et Mmh. moi, je l'ai connu ce moment-là. C'est ce qui fait que je me permets de dire ça aussi, hein, c'est que quand on est tout seul le lundi matin, que tous les potes, toute la famille sont partis travailler et qu'on est là devant son ordi, on sait même pas ce qu'on veut faire et on n'a rien qui nous motive et on voit le frigo qu'il va falloir quand même le remplir. Ben là, généralement, ça crée une mauvaise tension. Donc voilà, le mouvement, c'est le meilleur remède, mais après une pause. Et tu as dit quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, sur lequel je voudrais rebondir. Tu as dit, voilà, on fait une pause, on arrête de rechercher un job. Et moi, je suis aussi à fond sur le côté approche un peu réseau. Alors, j'aime pas tant ce terme. Je pense qu'il n'est pas approprié parce que, en tout cas, moi, comme je le suggère, je pense qu'il fait peur parce que c'est pas pour moi l'approche réseau un peu à la française de se dire, bah voilà, je vais y aller de manière opportuniste. C'est vraiment de le faire dans cette logique, moi, je le vois comme ça, hein, d'enrichissement pour soi personnel, de se dire: «OK, bah, moi, ça va affiner, en fait, mon regard, m'enrichir humainement parce que, bah, je vais rencontrer des personnes justement sympas». Je sais que moi, je m'enrichis de tout. Je m'enrichis là en échangeant avec vous, en voyant, bah, un petit peu vos avis, quand j'échange avec d'autres personnes, de le voir dans cette optique et de le faire sans arrière-pensée, sans le fait de se dire: «Je contacte aujourd'hui un pair», donc une personne en effet qui occupe le même job que moi, je le fais pour lui demander, un job. Non, en fait, tu le fais pour toi, pour, affiner aujourd'hui ta connaissance, de ce qu'il fait, du secteur, du marché, voilà, partager vos regards, vos expertises, le faire vraiment dans cette logique sans arrière-pensée. Donc je pense en effet, ouais, de faire une vraie pause là-dessus, voilà. C'est Et hyper important ce que tu pointes, elle est là la clé. C'est que les gens, souvent, quand ils entendent ça, ils se disent, bah oui, mais si je dois faire semblant pour en fait lui parler, mais en fait, ce que je veux, c'est un job, mais je fais semblant de m'intéresser à ça, mais en fait, je lui mens, etc. Ben, en fait, c'est que ta posture est pas bonne à l'entrée. Du coup, t'as pas exactement, compris. C'est que tu c'est dois vraiment vraiment le arrêter de mindset. chercher un boulot. Là, pour l'instant, t'es pas à un état de maturité qui te permet de chercher un travail. Donc maintenant, fais autre chose, quoi. C'est ça? Mais c'est une question de posture. C'est Ouais. Et l'intention aussi. Enfin voilà, ouais, ils y vont avec la mauvaise intention et avec le Exactement. mauvais objectif. Donc en fait, Mm. forcément, ça colle pas et forcément, ils passent pour des opportunistes ou alors, les personnes ne leur répondent pas parce que l'approche n'est pas bonne. Donc C'est je pense ça. Et, que carrément. là-dessus, et on se rejoint. souvent, et, et c'est juste pour compléter, je te laisse la parole, Nico. C'est là, les personnes me disent, bah oui, mais enfin, dans ce cas-là, ça va prendre combien de temps? Bah là, faut être honnête, en fait. Si tu as la pression du temps contre toi, en Suisse, le rapport au temps, c'est complètement différent. Ouais. Mais si tu as la pression du temps contre toi, va faire des sandwichs chez McDonald's. Et Comme ça encore, va ça te me libérer de la place et puis tu moi, vas je pas trouve avoir la pas. pression de pouvoir remplir le frigo ou pas. Et prends le temps de faire ça en parallèle parce qu'en plus, quand tu seras en train de faire tes sandwichs au McDo, tu vas te bouger le cul pour pas y rester, quoi. Je grossis le truc encore une fois, mais il faut pas se mettre la pression du temps en contrainte parce que c'est là où on perd en lucidité. Donc il y a toujours des petits plans B pour C'est passer dur les l'étape jobs du court alimentaires, terme. je trouve, moi Non, pour et rep je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais il faut intégrer cette notion-là oui! que oui, ça prend du temps. Ouais. Carrément, je suis d'accord, mais tu vois, l'option de se dire, bah, je fais quelque chose en attendant, je prends un job alimentaire, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Je pense que vous êtes tous contactés aussi par des gens qui vous disent, mais je m'en fous, moi, je prends tout, même un job alimentaire. Ça marche pas, parce que même pour un job alimentaire, on va privilégier quelqu'un qui a déjà l'expérience, qui a déjà fait des sandwichs justement à McDo. Donc c'est pour ça que le positionnement, il est super important à nouveau, parce que on va privilégier
privilégier des ressources locales, des personnes qui ont déjà fait ça. Comment tu vas te démarquer? C'est quoi ta valeur ajoutée unique? Et voilà. Et pour le coup, ça se fait pas du jour au lendemain. La recherche d'un poste en Suisse, c'est pas, en effet, quand tu as bah voilà, une pression temporelle, financière, bah parfois ça te pousse à faire pas forcément les bons choix, pas forcément de mettre en place les bonnes actions. Donc même un job alimentaire à côté, ça va pas forcément faciliter la tâche, hein. Ouais, je suis pas enfin, moi, je rejoins Anthony parce que ce que dit Anto, c'est vraiment de se libérer de cette pression-là, d'absolument trouver quelque chose, et de plus savoir comment faire, en fait, et de faire de la merde, tout simplement. Donc, je le rejoins dans le sens où, plutôt que de faire de la merde, justement, prends le recul, va faire autre chose, fais quelque chose d'autre, justement, pour te libérer de cette pression et puis après, tu prends ta pause, comme tu le dis si bien, Anto, et puis après, quand tu es au clair avec tout ça, tu reviens et puis, tu réattaques la recherche d'emploi à proprement parler. Mais, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment la posture qui est important et l'importance d'être, en accord avec soi-même aussi. Parce que si on fait des choses juste parce qu'on doit le faire, ça marchera jamais. Ça marche pas. Faut être Ouais, et aligné puis il avec faut tout. aussi comprendre, je pense, pourquoi on les fait. Mmh. C'est ça aussi, c'est pas simplement appliquer des trucs bêtement, c'est comprendre pourquoi. C'est ça le process, pourquoi il faut faire ces étapes-là dans cet ordre. Parce que, enfin voilà, il y a vraiment un vrai ordre à suivre et Mmh. ça souvent c'est pas compris. On veut vite être dans justement dans le faire comme tu disais Anthony, faut passer à l'action. Oui, et c'est clair que c'est aussi en étant dans l'action qu'on avance, mais il y a toute cette préparation en amont, ce pas de côté en fait à faire, surtout quand on voit qu'on n'a pas les résultats. En fait, il y a des indicateurs qui trompent pas, c'est les chiffres. C'est aussi simple que ça. Donc si à un moment donné, en fait, vous n'avez pas les résultats que vous obtenez, il faut arrêter ou déjà se dire: «OK, là, il y a un truc qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? D'où peut venir le problème?» Et puis à partir de là, c'est de se dire: «OK, on s'informe». Aujourd'hui, il y a tellement de ressources, franchement, sans parler de se faire accompagner, voilà, en payant quelqu'un, mais il y a tellement de ressources. Alors après, évidemment, il faut faire le tri aussi parmi tout ce qu'on Oui. lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Mais il y a déjà quand même pas mal de choses pour déjà avancer seul. Après, bah, tout dépend, voilà, des enjeux qu'on a, mais il faut pas rester, à s'acharner sur quelque chose qui n'apporte pas de résultat. C'est important Mmh. déjà de se questionner, de se dire: «Non, là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? OK, avec ça, je Et fais quoi? Comment je surmonte ça, en fait?» et en complément à ce que tu dis, parce qu'en effet, je pense que c'est un point essentiel, c'est ne pas rester seul face à, nos questionnements et cetera. Moi, je préconise toujours, aux personnes que j'accompagne d'avoir leur board 5 étoiles, comme une start-up. Tu as ton board et tu sais que dès que tu as une question ou une suggestion ou quelque chose qui te plaît, tu as un avis, tu as l'effet miroir du regard extérieur qui te connaît et qui va t'aider à dire: «Ah bah ouais, beh tiens, bah d'ailleurs c'est drôle, tiens tu me parles d'eux, bah je connais un tel qui travaille là-bas aussi». En fait, après c'est des Ouais. prétextes, mais le fait d'être dans l'interaction et dans le de pas rester seul face à ces questions et ces suggestions du coup, généralement ça libère pas mal de choses aussi. C'est Ouais. comme ça qu'on crée des opportunités aussi, hein. Si tu restes seul, les opportunités, tu auras pas beaucoup ou très peu. Alors que quand tu rencontres du monde ou quand bah, regarde rien que nous, tu vois? Tout ce que ça peut nous apporter de communiquer ensemble, d'échanger sur certains sujets et cetera. Bien Peut-être s'entourer, c'est vrai que c'est hyper important. Parce que souvent, les candidats aussi, ils ont pas l'environnement favorable, en fait, à leur réussite. Parce qu'on l'a dit, hein, le mental, il a un rôle hyper important, dans la réussite. Si, on n'est pas équipé, entouré de personnes qui déjà nous soutiennent, c'est tout bête, mais en fait, on a clairement besoin de ça. Ou simplement de se rassurer en disant: «Bah, en fait, c'est clair que je suis pas le seul, en fait, à être dans cette situation». Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont seuls, en fait, à se prendre des refus, alors qu'en fait, c'est vraiment généralisé quand même. Bah, ça rassure, ça permet quand même de faire retomber un peu la pression et de se dire, «Déjà, je suis pas seule, quoi». Et c'est vrai que souvent, ben, ne serait-ce que se motiver, de se dire que voilà, il y a des personnes sur qui je peux compter, il y a des personnes qui vont m'apporter un regard externe, mais qui va vraiment m'aider, en fait, à avancer ou à réajuster un petit peu, ma stratégie. Bah, ça, je trouve que c'est vraiment ultra précieux. Et pour les avis, je vous rejoins tous, c'est important en effet, on peut trouver pas mal de ressources en ligne, mais de faire attention aussi de s'entourer des bonnes personnes parce que tout le monde a un avis sur tout. Tout le monde va vous dire oui mais en Suisse ceci, en Suisse cela. Chacun a sa propre vérité en tout cas, et puis c'est du cas par cas, c'est-à-dire que même si on trouve
plein de très, très bons conseils. On peut trouver un très bon conseil, mais en général, c'est rarement universel. Questionnez-vous à chaque fois, ça vient de qui? Pour qui? Est-ce que ça s'adapte à ma propre situation? Voilà, et de faire attention aussi à tout ce qu'on peut lire en ligne parce qu'on a cette chance maintenant, d'avoir plein de ressources accessibles et gratuites, mais parfois on lit des choses complètement, hallucinantes. J'en entends tous les jours, hein, le CV, si, cela, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mon cousin m'a dit ci, mon cousin m'a dit ça. Faites attention à tout ce que vous entendez, à tout ce qu'on vous dira sur, l'emploi en Suisse. Et en parlant des différentes ressources, il y en a aussi des positives, en tout cas c'est mon point de vue. Peut-être un petit tour de table pour terminer cet échange. Quel est votre point de vue, autant du côté candidat que du côté employeur, recruteur? Je sais que ça intrigue pas mal de personnes en ce moment. L'émergence de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez des changements de comportement Ah oui. qui Vraiment, arrivent avec ça? Moi, je pense tellement. qu'aujourd'hui, les candidats, ils sont de plus en plus préparés, en fait. Justement, parce qu'ils ont ce support-là. Hem Et que ça crée aussi comme, ça vient un petit peu, en fait, encore plus renforcer le niveau, qui est déjà, assez élevé sur le marché suisse. Mais ce que je vois, c'est que les candidats, ils commencent à comprendre quand même un petit peu que, aujourd'hui, utiliser ces outils, c'est un vrai levier, en tout cas, pour justement, perfectionner, par exemple, un profil LinkedIn, retravailler une candidature, une lettre de motivation. Donc ça, c'est ce que je remarque. C'est vrai que ceux qui vont pas utiliser, l'IA en tout cas comme outil pour la recherche d'emploi, ils partent, je pense, à mon sens, avec déjà un handicap, par rapport aux autres. Après, moi, je trouve que c'est des outils qui sont hyper intéressants à utiliser. Ça fait gagner du temps. Après, il faut savoir aussi quand même bien les utiliser. On en revient au même, c'est que tu peux pas utiliser un truc sur lequel tu as pas un minimum de connaissances ou tu es pas un petit peu formé, renseigné. Mais moi, je pense que c'est une vraie aide pour les candidats. Après, il faut les utiliser intelligemment. Moi, je Effectivement. je vois comme je trouve que ça fait une sorte de cassure moi, je vois une vraie cassure aujourd'hui, candidat versus recruteur. L'IA, en effet, moi, je pense qu'il faut l'utiliser et encore une fois, l'utiliser de la bonne façon parce que certaines personnes, en fait, le risque avec l'IA, c'est que, elles vont vraiment l'utiliser, et c'est tellement bien fait qu'en fait, voilà, elles vont, pas se rendre compte que, c'est de la belle prose, totalement vide de sens, quand, finalement on analyse le CV ou la lettre de motive. Pour le coup, il y a, beaucoup de recruteurs qui vont parfois l'intégrer, dans le process, dans leur façon de faire. Certains qui vont le faire de la bonne façon, d'autres qui vont pas le faire de la bonne façon, mais je trouve que ça a mis un vrai warning avec, toutes ces problématiques et finalement tous ces candidats qui pensent que leur CV est rejeté automatiquement par une IA. J'ai même eu là un profil assez technique, qui m'a dit que le recruteur, lui avait dit texto, «Vous m'expliquez pourquoi votre CV ne passe pas l'IA?» Alors je comprends pas ce qu'il entendait par «ne passe pas l'IA» parce que si on voulait, sous-entendre un ATS, ça passait totalement à un système ATS. Il avait un très bon CV. Alors voilà. Après aujourd'hui, il y a de plus en plus de recruteurs qui vont l'utiliser sans forcément aussi être formés à la bonne utilisation de l'IA, savoir en fait pourquoi ils vont l'utiliser, dans quel but, comment. Mais je trouve que voilà, ça a rajouté une méfiance, je trouve un petit peu de part et d'autre. Et voilà, ça a changé, je trouve, beaucoup en fait de notre perception et ça a contribué à creuser ce fossé, je trouve, candidat-recruteur. Alors moi, je dirais pas que c'est de la méfiance, mais disons que de mon côté aussi, je vois beaucoup l'utilisent aussi, hein, que ce soit dans la recherche d'emploi ou dans les démarches administratives pour l'installation ou autre, hein. Mais ils sont pas méfiants dans le sens où ils utilisent les informations que l'IA peut leur donner, mais ils ont quand même besoin d'une personne qui est sur place pour confirmer ou infirmer, ce que l'IA leur a dit ou pour préciser certaines choses. Parce que l'IA donne pas mal d'indications, hein, et puis, peut épauler, jusqu'à un certain point, mais peut-être pas jusqu'au but final. Ça pourrait donner lieu à tellement de sujets. Je sais que moi, je pourrais en parler des heures sur, Anto, je pense que lui, il est le Anto, ne le demande plus pas, à même à en j'adore son parler avis. parce qu'il a créé un outil, justement avec l'IA pour, la recherche d'emploi, donc ça peut être pas mal d'avoir ton point de Bah, vue là-dessus aussi. ouais, comme vous dites, c'est un sujet vaste. Moi, déjà, côté entreprise, je le constate et je le vois quasiment tous les jours. Ça fait vraiment mal au niveau job, hein, et c'est que au début, hein. Ouais, ah oui. Là, enfin, on parlait tout à l'heure de concurrence. Là, il va y avoir une concurrence locale fois 10 parce que toutes les personnes qui vont perdre leur job là, qui sont en train ou qui savent qu'elles sont à la veille de le perdre, bah, en fait, elles sont toutes sur le marché en ce moment, là.
Mmh. Alors, il va y avoir des reconversions, il va y avoir plein de choses, mais il va y avoir aussi une augmentation de l'intensité, pour un nombre d'offres qui ne va pas évoluer parce que ça va plus aller à la contraction qu'à l'évolution et avec un nombre de potentiels, concurrents local qui va être, assez énorme. Donc, évidemment, c'est très hétérogène en fonction des métiers, hein. Ma conjointe qui est infirmière aux urgences à Morges, elle a pas de problème avec l'IA, hein, Ah, elle est mais pas menacée. Moi, c'est clair. voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jobs, par contre, ils sont en train de sabrer 40% des effectifs. Enfin, c'est le plan là à 2 ans. Et vu qu'il y a ça, ça pousse les coûts de revient à la baisse. C'est pour ça que, entre autres, par exemple, un groupe comme Richemont est en train de mettre toutes ses équipes tech à Lisbonne parce qu'ils peuvent plus garder la masse salariale qu'ils ont là parce que sinon ils se font sabrer au niveau du coût de revient par rapport à ce qu'ils peuvent aller chercher. Ils trouvent un point d'équilibre avec un côté encore humain, avec il n'y a pas trop de décalage. Il n'y a plus que les managers qui vont les voir une fois par mois. Mais voilà, tout le monde, ça va tirer entre guillemets vers le bas tout le monde au final. Donc ça, c'est le côté pour moi qui est important, quasiment le plus important en ce moment, c'est le côté offre et côté entreprise. Et par contre, du côté candidat, bah là, je le constate. Moi, depuis que j'ai créé PlayJobGPT, qui est une IA qui, en gros, accompagne au quotidien les personnes à être de manière proactive dans la démarche que je préconise, ben, ça me permet d'accompagner 30 fois plus de personnes en même temps maintenant. Et je réduis de 30% le temps entre au moment où on commence et au moment où le job est signé. Donc, c'est juste phénoménal. Mais par contre, c'est à comment j'utilise l'IA. Si c'est juste pour faire mes lettres de motivation et retravailler mon CV, au Ouais, mieux, je suis tu vas d'accord. tomber dans le côté, ce que j'appelle maintenant le niveau fade. C'est tout ce qui sort de l'IA, c'est à 60%. C'est mieux que si tu étais nul, donc tu vas faire mieux que si c'était toi qui l'avais fait, peut-être si tu avais un design, un truc comme ça, parce que bah, ça fait des trucs propres, mais tu es à 60% et ça va être une sorte de bande là de fade. Mais dès que tu vas avoir la capacité à passer au-dessus, à mettre de ton âme et de ta créativité, et que ça vient de tes tripes, ben là, ça va ressortir. Mais comment l'utiliser après, ça c'est du cas par cas. Mais ouais, comme le disaient les philosophes à l'époque, c'est un pharmacone. C'est autant un remède qu'un poison. Ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Ouais, Mmh. Oui, et puis il y ouais. a Mais là, c'est d'autres, une vraie phase, Exactement. vas-y. transformation, je trouve. Bah, enfin, là, je trouve qu'on est vraiment, je le sens, qu'on est dans une ère vraiment de transformation à tout niveau. Et puis, bah voilà, on le voit avec. Je pense pas très. Je pense que ça pousse finalement à se concentrer là où la valeur elle est essentielle.